Le silence, pas le silence qu'on entend la nuit dans une résidence de banlieue, quand on perçoit un robinet qui goutte quelque part et le bourdonnement du réfrigérateur. Un autre silence, mort, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause et oublié de relancer. Je suis assise dans la cuisine, sans allumer la lumière. À quoi bon ? La seule source lumineuse, c'est l'écran de mon téléphone. Il brille comme un rectangle froid, bleuté, et n'éclaire que mes mains. Mes mains sont posées sur la table, immobiles, comme si elles ne m'appartenaient pas. Sur l'écran, il y a le groupe. Voisins, résidence Les Tournesols. 216 membres. Mon groupe. Enfin, c'était mon groupe. Le dernier message est arrivé il y a 3 minutes. Je le relis pour la 5e fois. Et à chaque lecture, les lettres ne changent pas. Élodie, il te reste un seul message. Utilise-le avec sagesse. À côté de mon nom, il y a un petit chiffre. 1. Il clignote lentement comme le pouls d'un mourant. Je regarde le champ de saisie. Le curseur clignote dans le vide. Je sais déjà ce que je dois écrire. Je le sais depuis l'instant où j'ai compris comment fonctionne le système. Mais ma main ne bouge pas. Puis j'entends un bruit. Pas un coup, pas un pas. Quelque chose de plus mince, plus patient. Un grincement métallique, très lent. La porte d'entrée, elle n'est pas verrouillée. Je l'ai vérifiée il y a une demi-heure. Elle était fermée. Maintenant, la poignée descend toute seule. 1 millimètre, puis un autre. Et l'air du couloir entre dans la cuisine, froid, humide, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une cave. Les gonds grincent dans le silence absolu. Le son est si fort qu'il semble venir de l'intérieur de mon crâne. Je ne bouge pas. Mon doigt reste suspendu au-dessus de l'écran. Le système attend. Je le sens aussi nettement que le froid de la table sous mes coudes. Il veut que j'écrive. Il veut que je gaspille mon dernier message. La porte s'ouvre encore. Une fente noire apparaît. Et dans cette fente, quelque chose respire. Très doucement, pas comme une personne. Comme un téléphone laissé allumé dans une pièce vide. Je regarde l'écran, le chiffre 1, et je me demande comment j'en suis arrivée là. J'ai toujours voulu que tout soit fait dans les règles, que personne ne spamme le groupe, que les voisins ne laissent pas leurs déchets n'importe où, qu'on se gare sur les places marquées. J'étais l'administratrice idéale, pointilleuse, juste, vigilante. Et c'est précisément pour ça que le système m'a choisie. Tout a commencé par un message étrange, à 3 heures du matin, il y a 3 semaines. Je m'appelle Élodie, j'ai 36 ans. Je suis responsable commercial dans une entreprise qui vend des filtres industriels pour l'eau. Un travail comme un autre. Appel, indicateur, impayé, réunion du vendredi. Mon appartement n'est pas loué. Il est à moi. Hérité de ma grand-mère. Un 2 pièces au 9e étage d'un immeuble des années 70 à Montreuil. Résidence Les Tournesols. Même si, entre nous, il y a ici à peu près autant de soleil que de bon sens chez les gens qui habitent l'immeuble. Je vis seule depuis longtemps. Je ne m'en plains pas vraiment, je constate. Le soir, vers 20h, quand je termine le travail et que je réchauffe mon dîner, j'ouvre le groupe voisin, Résidence Les Tournesols. Et là, ça commence. Ce n'est pas un hobby, c'est une vocation. La plupart des gens utilisent un groupe de copropriété comme un vide ordures. Ils y jettent tout. Annonces pour vendre une poussette. Photos de crottes de chiens dans l'ascenseur avec la légende « Qui a fait ça ?»
recettes de gâteaux, vœux pour la chandeleur. Ce n'est pas un groupe de résidents, c'est une décharge numérique. Quand il y a 3 ans, l'ancien administrateur, un petit vieux du 5e qui avait créé le groupe avant de s'y perdre lui-même, m'a transmis les droits. J'ai tout de suite compris qu'il fallait de l'ordre. Un ordre réel, solide. J'ai rédigé un règlement en 12 points. Je l'ai épinglé. J'ai activé la suppression automatique du flood. Pas de publicité. Pas d'annonce personnelle sans validation. Pas de politique ni de religion. Pas de message après 23 heures sans urgence réelle. Certains me traitaient de psychorigide. Dans mon dos, bien sûr. Mais le groupe fonctionnait comme une horloge. Madame Geneviève du 48, je l'ai bannie 3 fois. Elle s'obstinait à faire la pub de ses quiches aux choux. 2 € la pièce, maison, produits naturels. Après le 3e bannissement, elle est venue sonner chez moi. Je n'ai pas ouvert. Je lui ai écrit en privé. Madame Geneviève, règle 4, alinéa 1. La publicité commerciale est interdite. Nouvelle infraction, bannissement permanent. Elle n'a plus rien publié. Il y a aussi eu un spammeur, un compte sans photo, manifestement créé avec un faux numéro, qui a commencé à envoyer des contacts de filles disponibles à domicile. Je l'ai bloqué en 7 secondes. J'avais chronométré. Un voisin du 30 et un gare sa voiture sur la pelouse tous les dimanches. Je lui ai adressé un avertissement public dans le groupe avec photo et géolocalisation. Il n'a plus jamais roulé sur la pelouse. J'étais juste. J'étais cohérente. Je ne faisais jamais d'exception. La seule personne qui le comprenait, c'était Claire. Appartement 67, 4e étage. Dans la vraie vie, on ne se parlait presque pas. Un signe de tête dans l'ascenseur, pas plus. Mais dans le groupe, elle était mon alliée. Parfois, elle m'écrivait en privé. « Élodie, bien joué d'avoir supprimé cette pub, il nous fatigue. » Ou bien « Tu as eu raison de rappeler les règles sur le bruit. Rien d'extraordinaire, mais c'est agréable d'être comprise. » Donc, il y a 3 semaines, un mardi, à 3h11 du matin, je dormais déjà. Mon téléphone était à côté de moi, en silencieux, avec vibration uniquement pour les urgences. Il a vibré. Notification du groupe. J'ouvre un œil et je regarde l'écran. Nouvel utilisateur. Pseudo. Assistance technique. Avatar. Carré gris. Profil vide. Message. Cher résident, une anomalie de protocole a été détectée dans votre immeuble. Ne nourrissez pas les pigeons sur les balcons après 23 heures. Ne répondez pas aux messages d'utilisateurs sans avatar. Pour éviter les conséquences, je regarde le message. Je regarde l'avatar. Un carré gris, un utilisateur sans avatar qui conseille de ne pas répondre aux utilisateurs sans avatar à 3 heures du matin. Dans mon cerveau, une seule pensée. Flood. Flood évident. Peut-être une tentative de troll. J'écris un avertissement. Utilisateur assistance technique. Règle 8. Message nocturne interdit. Règle 3. Message absurde, sans contenu pratique interdit. Dernier avertissement. Pas de réponse. Le message est lu. Les coches deviennent bleues, mais rien. J'attends 5 minutes, puis 7, puis j'en ai assez d'attendre. J'appuie sur bloquer, je confirme, et je me rendors. Mercredi matin, réveil à 7h30. Je reste allongée, les yeux fermés, et j'attends. J'attends le bruit habituel. Les pas au 10e étage. Là-haut vit une famille avec 2 enfants.
Le matin, il court dans l'appartement à tel point qu'un jour, mon lustre a failli tomber. Pas littéralement, mais le plâtre s'effritait. Silence, complet, absolu, faux silence. J'ouvre les yeux, je regarde le plafond. Aucun bruit au-dessus. Bizarre. Je prends mon téléphone, j'ouvre le groupe par réflexe, en pilote automatique, et je remarque quelque chose. À côté de mon nom, il y a un petit chiffre gris, presque invisible, mais il est là. 15. Je cligne des yeux, je me frotte le visage. Le chiffre reste. Juste en dessous, un message, envoyé depuis un compte qui n'apparaît plus dans la liste des membres. Carré gris à la place de l'avatar. Le nom affiché, l'utilisatrice Elodie a été désignée modératrice de niveau 1. 15 actions disponibles. Chaque action s'applique par l'envoi d'un message dans le groupe. Les actions sont irréversibles. Les formulations ont de l'importance. Bonne chance. Je quitte le groupe. J'y reviens. Le chiffre 15 n'a pas disparu. Je pense à un bug, un problème WhatsApp, une mise à jour qui s'est mal installée. Je fais une capture d'écran. Sur la capture, le chiffre est là. Je l'envoie à Damien, du service informatique, avec la question « Tu vois le chiffre à côté de mon nom ?» Il répond « Quel chiffre ? Il y a juste ton nom. Ça va ? Très bien. Donc je suis la seule à le voir. Je bois un café, je pars au travail. J'essaie de ne pas y penser. Impossible. À midi, je vérifie le groupe. Tout est calme. Quelques messages signalent que l'ampoule du 3e étage ne fonctionne encore plus. Situation ordinaire. Le soir, en rentrant, je vois une inscription dans l'ascenseur. Quelqu'un a écrit un mot obscène au marqueur noir, en gros, sur le miroir. Un grand classique. Je reste dans l'ascenseur à fixer l'inscription. Longtemps. Puis je sors mon téléphone et j'écris dans le groupe. La personne qui a tagué le miroir de l'ascenseur est bannie pour 24 heures. L'inscription doit être effacée. J'envoie. Je range le téléphone. L'ascenseur continue de monter. Pendant quelques secondes, rien ne se passe. Puis, la lumière du plafond clignote. Une fois, 2 fois. En sortant au 9e, j'appuie de nouveau sur le bouton pour envoyer l'ascenseur en bas. J'ai oublié d'acheter du pain. Les portes s'ouvrent. Le miroir est propre. Trop propre. Comme si la surface n'avait jamais rien reflété. Je reste là, à regarder mon reflet. Au début, tout semble normal. Puis je remarque un détail. Mon reflet cligne des yeux une fraction de seconde après moi. Je lève la main. Il la lève aussi, mais avec un retard minuscule, presque poli. Comme s'il m'imitait, comme s'il apprenait. Je recule. Cette fois, le reflet ne recule pas tout de suite. Je sors de l'ascenseur sans respirer et je vais jusqu'à l'appartement 12. C'est là que vit Nicolas, 18 ans, candidat parfait au rôle de petit vandale. Sur sa porte, il y a un petit autocollant rouge, un pictogramme de cadenas, bloqué. Je n'avais jamais vu cet autocollant. Je le regarde sans comprendre d'où il vient. Il n'était clairement pas là le matin. Toute la soirée, aucun bruit ne sort de l'appartement 12. Je retourne dans le groupe et je regarde le chiffre à côté de mon nom. 14. J'écris à Claire en privé. Claire, tu vois des chiffres à côté de mon nom dans le groupe ? Elle répond 1 minute plus tard. Elodie, quel chiffre ? Tu as juste un avatar gris. Tu as cassé ton téléphone ? Je regarde mon avatar. Avant, c'était une photo. Moi à un pique-nique d'entreprise, souriante. Maintenant, un carré gris. Exactement comme celui de l'assistance technique. Je reste très longtemps assise dans ma cuisine. Puis j'ouvre mon ordinateur
et je commence à chercher. WhatsApp, chiffre à côté du nom administrateur. Modérateur niveau 1 WhatsApp. Action par message dans un groupe. Rien, absolument rien. Le lendemain, je fais une expérience. Ciblée, consciente, parce que je suis commerciale. Je sais tester des hypothèses. L'hypothèse est la suivante. Mes messages dans le groupe influencent la réalité. Ça a l'air délirant, je sais. Mais le miroir de l'ascenseur était propre et Nicolas de l'appartement 12 n'est pas sorti pendant 8 heures. L'ascenseur. L'ascenseur de notre immeuble mérite son propre chapitre. Il tombe en panne une fois toutes les 2 semaines, se bloque entre 2 étages, grince, tremble. Le syndic le répare à contre-cœur et à prix d'or. J'écris dans le groupe. L'ascenseur fonctionne correctement. Les réparations ont été effectuées intégralement. J'essaie de formuler clairement, sans mots inutiles. 3 minutes plus tard, un bruit étrange vient de la gaine. Pas un grincement. Plutôt un déclic doux et définitif, comme une serrure qui se met enfin en place. Je descends. L'ascenseur fonctionne sans bruit. Il est propre à l'intérieur. Il y a une odeur neutre, comme si quelqu'un venait de faire le ménage. Compteur, 13. Le voisin du dessous, Bastien de l'appartement 22, allume sa perceuse tous les dimanches à 8 heures pile, sans prévenir, sans explication, juste sous mon lit. Je lui ai fait des remarques dans le groupe, en privé, et même une fois en personne dans le hall. Il me regardait à travers moi et disait « Oh, ça va, c'est pas longtemps. » J'écris dans le groupe « Appartement 22, les travaux bruyants sont interdits le week-end. Infraction aux règles de tranquillité. J'envoie. Silence en dessous. Mais on est jeudi et Bastien est probablement au travail. Le vrai test aura lieu dimanche. Dimanche. Silence. Je reste debout au milieu de ma chambre à 8 heures du matin, à écouter le silence d'en dessous. Puis Claire m'envoie un message. « Élodie, il faut que je te dise quelque chose. Tu ne vas pas me croire, mais j'ai croisé Bastien dans le hall ce matin. Il essayait d'allumer sa perceuse directement dans l'entrée, je ne sais pas pourquoi, et elle s'est désintégrée, dans ses mains, en poussière. Élodie, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ? Je fixe ce message longtemps. Compteur, 12. Je dois être honnête avec moi-même. À ce moment-là, je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti autre chose. Quelque chose de chaud et de mauvais. Cette sensation qu'on éprouve quand tout se déroule exactement comme on l'avait voulu. Quand l'ordre est rétabli, je commence à travailler méthodiquement. Les déchets dans l'entrée, problème éternel. Quelqu'un laisse toujours des sacs près du local poubelle sans les descendre. J'écris. Contrevenant aux règles d'hygiène dans le hall. Avertissement. Demain matin, l'entrée sera propre. Compteur. 11. La voiture garée sur le trottoir qui bloque la sortie de l'immeuble. Une Kia grise sans signe distinctif. J'écris. Véhicule stationné sur le trottoir devant l'entrée principale. À déplacer. Le matin, la voiture n'est plus là. Aucun résident ne reconnaît que c'était la sienne. Compteur. 10. Je regarde ce chiffre et pour la première fois, je ressens quelque chose qui ressemble à de l'inquiétude. J'ai dépensé 5 messages en 3 jours. Il m'en reste 10. Et je commence à comprendre que ce n'est pas une ressource illimitée. Claire m'écrit encore. « Élodie, arrête s'il te plaît. J'ai peur. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Je lui réponds. « Claire, je contrôle. Tout est sous contrôle. » Mais c'est faux, parce qu'à cet instant précis, un tuyau éclate sous l'évier de ma cuisine.
de l'eau froide jaillit sur le sol. Je cours partout, je coupe l'arrivée d'eau, j'appelle un plombier. Le plombier promet de passer demain ou après-demain. Je regarde mon téléphone, le champ de saisie. Je pourrais écrire « Le tuyau de l'appartement 97 est réparé ». Je pourrais. Ça réglerait le problème instantanément, mais ça coûterait encore un message. Je n'écris pas. Je vais au magasin de bricolage et j'achète du mastic pour tuyauterie. Je répare moi-même. 3 heures, les mains trempées, des jurons dans l'obscurité sous l'évier. Mais je ne dépense pas le message, parce que je commence à comprendre. Les messages se terminent, les problèmes non. Le lendemain, un spam massif envahit le groupe. Quelqu'un a ajouté plusieurs bots. Ils envoient des pubs pour des investissements, des crypto-monnaies, du travail à domicile, message après message. Les résidents se plaignent en privé. Élodie fait quelque chose, c'est insupportable. Je bannis les bots manuellement. Ça ne consomme pas de messages. Ce sont des actions administratives ordinaires. Mais ils reviennent. D'autres numéros? D'autres comptes? Le système provoque. Je le comprends, mais je ne peux rien faire. Les résidents commencent à râler. Quelqu'un écrit « Elle est où, Élodie? C'est quoi ce bazar ?» J'écris à Claire. « Claire, je crois que j'ai compris. Le système essaie de m'aspirer. Je ne sais pas comment arrêter. » Elle répond tout de suite. « Viens, on va parler. » Je regarde le compteur. 7. Je décide de ne plus rien écrire. Plus rien. Poser le téléphone, quitter le bruit, entrer dans le silence. Le système ne peut pas me faire de mal si je n'utilise pas ces outils. Je suis responsable commercial. Je sais gérer les délais et la pression. J'éteins mon téléphone. Je m'allonge sur le canapé. J'allume la télévision. Un vieux film. Peu importe lequel. 20 minutes, 30. On frappe à la porte. Je me lève et je regarde par le Judas. Maman. Elle est sur le palier, dans ce manteau bleu que je me rappelle depuis l'enfance, avec un sac à la main. Elle sourit, mais son sourire ne bouge pas. Pas vraiment. Il reste posé sur son visage comme une photo collée au mauvais endroit. « Ma chérie », j'entends à travers la porte. « Ouvre, je suis venue te voir. Tu me manquais. » Sa voix est parfaite. Trop parfaite. Comme un message vocal qu'on aurait découpé, nettoyé, puis rejoué dans le couloir. Ma mère vit à Rouen, à presque 2 heures de route. Elle vient parfois, mais elle prévient toujours. Toujours. Je n'ouvre pas tout de suite. Quelque chose m'arrête. Une partie froide et rationnelle de moi dit « Attends, mais c'est ma mère. » J'entends sa voix. Je vois le manteau bleu. Et pendant une seconde, je redeviens une enfant qui ouvre toujours quand sa mère appelle. Je déverrouille. La serrure fait un bruit sec. La poignée tourne sous ma main. J'ouvre. Derrière, il n'y a personne. Le palier est vide. Odeur de béton, de poussière froide et de dîner des autres. Au sol, juste devant la porte, il y a une trace humide en forme de semelle. Une seule. Puis elle s'efface, lentement, comme si le sol l'avalait. Dans ma poche, mon téléphone se rallume tout seul. Je ne l'ai pas rallumé. Je l'avais éteint. J'avais vu l'écran d'arrêt. Mais il brille. Et il vibre contre ma cuisse comme un insecte coincé sous la peau. Notification du groupe. Message du carré gris. Ta mère. Gare Rouen-Paris. Départ 18h40. Collision frontale avec un poids lourd sur la 13. Il y a des victimes. Il te reste 3 messages. Écrit. L'accident sur la 13 est annulé.
Les passagers du car de 18h40 sont en sécurité. Ou n'écris pas. Je fixe le message pendant 3 secondes, puis je tape. L'accident sur la 13 est annulé. Les passagers du car de 18h40 sont en sécurité. J'envoie. Compteur 2. 2 messages. Il me reste 2 messages. 1 minute après avoir posé le téléphone, un nouveau message du carré gris arrive. Claire, appartement 67. Elle en sait trop. Elle menace la stabilité du système d'ordre. Bloque définitivement l'utilisatrice Claire. Tu recevras 5 actions supplémentaires. Je lis le message. Je le relis. Puis je pose le téléphone sur la table et je reste immobile. Peut-être 1 minute, peut-être 5. Je ne surveille plus le temps. Claire. C'est elle qui a remarqué la première que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de m'arrêter. Elle est le seul être vivant dans cette histoire qui me traite comme une personne, pas comme une fonction. Et le système me propose de la supprimer. Supprimer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement l'exclure du groupe ? Ou comme la perceuse de Bastien ? Comme l'inscription sur le miroir ? Non. J'écris à Claire en privé. Claire, j'ai besoin d'aide. Je vais tout te raconter. Viens chez moi ou je viens chez toi, peu importe. C'est urgent. Elle répond 20 secondes plus tard. J'arrive. Pendant la demi-heure suivante, je lui raconte tout. L'assistance technique, le compteur, l'ascenseur, le miroir, la perceuse de Bastien, ma mère, le car. Claire est assise en face de moi, dans ma cuisine, les 2 mains autour d'une tasse de thé. Elle écoute. Elle ne m'interrompt pas. Elle ne dit pas « Tu es folle ». C'est ça qui me fait le plus peur. Pas le compteur, pas le carré gris. Le fait qu'elle me croie trop vite. Quand je termine, elle reste silencieuse une dizaine de secondes. Puis elle murmure « Il y a un forum ». Elle baisse la voix, comme si le téléphone pouvait entendre même posé face contre la table. Je suis tombée dessus par hasard, en cherchant des histoires de blocage WhatsApp. Ça s'appelle quelque chose comme les ombres numériques. On ouvre l'ordinateur, on trouve le forum. Il existe depuis 2019. Vieux design. Utilisateur anonyme. Des pages lentes, jaunâtres, presque mortes. La plupart des publications ressemblent à des théories complotistes ordinaires. Puis on tombe sur un fil, long, détaillé, avec des captures d'écran. Sur la première image, il y a le même carré gris. Sur la deuxième, le même compteur. Sur la troisième, une photo de miroir où personne ne se reflète. Claire ne dit plus rien. Moi non plus. L'autrice, une certaine admin de Lyon, décrit exactement la même situation. Bannissement d'un utilisateur étrange, compteur, message qui modifie la réalité, pression croissante. Et à la fin du post, écrit manifestement dans la panique, une phrase courte. La seule sortie, c'est de débloquer le premier, celui que vous avez bloqué au début. Ça coûte une action. Mais si vous n'avez pas assez de droits, il faudra payer un autre prix. Je ne sais pas lequel. Je vais bientôt disparaître. Si quelqu'un lit ceci, ne bannissez jamais les inconnus. Le post date de 3 ans. L'autrice n'est jamais revenue. Claire me regarde. Je regarde mon téléphone. Le chiffre. 2. Essaie, dit-elle doucement. J'ouvre le groupe, je trouve la liste des comptes bloqués. Assistance technique est là, carré gris. J'écris dans le groupe « Utilisateur, assistance technique, débloqué, j'envoie, compteur, 1. La réponse arrive instantanément. Du carré gris. Erreur. Niveau d'accès insuffisant. Le déblocage de l'utilisateur primaire
nécessite un sacrifice. La modératrice doit être supprimée du système, confirmée ou refusée. Je regarde Claire. Sacrifice de la modératrice, dis-je à voix haute. C'est moi. Je dois me bannir moi-même. Ça veut dire quelque chose ? Demande-t-elle. Sa voix est stable, mais ses doigts blanchissent autour de la tasse. Je ne sais pas exactement, mais probablement oui. Élodie. Je la regarde. Il me reste un seul message. Si je le dépense sur autre chose, sur n'importe quel problème que le système me lancera, le quota finira quand même à 0 et je disparaîtrai. Je disparaîtrai simplement comme la femme du forum. Ou alors j'essaie ça. Je regarde l'écran, le champ de saisie. Claire pose silencieusement sa main sur mon coude. Je commence à écrire. Utilisatrice Élodie, administratrice du groupe voisin, résidence Les Tournesols. Bannissement définitif pour violation systématique des règles du système. Je relis. Puis j'appuie sur envoyer. Compteur 0. L'écran du téléphone clignote une fois et s'éteint. Je me réveille. Lumière du matin. Mon appartement. Le canapé du salon. Apparemment, je me suis endormie là, tout habillée. La cuisine. L'odeur familière du café soluble et du vieux papier peint. Tout est anormal. C'est justement ça qui ne va pas. Rien n'a bougé. Rien n'est cassé. Aucune trace. Comme si la nuit avait été effacée avec soin. Je reste allongée quelques secondes et je ressens une légèreté étrange, presque physique. Pas une légèreté agréable. Une légèreté de choses vides. Comme si on m'avait retiré quelque chose de lourd, sans me demander lequel de mes organes c'était. Puis je prends le téléphone par terre. L'écran est noir. J'appuie sur le bouton. Il s'allume. Normalement. Écran d'accueil habituel. Toutes les applications sont là. Mais le groupe n'existe plus. Ni voisin, résidence Les Tournesols, ni aucun autre groupe. WhatsApp lui-même n'apparaît plus dans la liste des applications. Je cherche, je vérifie les archives. Rien. Je trouve maman dans mes contacts. J'appelle. Le numéro n'existe pas. Je regarde le téléphone dans ma main. Puis je me lève. J'enfile une veste et je sors dans le couloir. Sur le palier, la voisine du 3e. Je la connais de vue. Madame Lefebvre dit toujours bonjour, toujours quelque chose sur la météo. Je la regarde et je dis « Bonjour Madame Lefebvre ». Elle passe sans s'arrêter, sans tourner la tête, en regardant droit devant elle, à travers moi, comme à travers une vitre. Je reste immobile. Un jeune homme passe à son tour. Je ne connais pas son nom. Je l'ai juste vu plusieurs fois. Il marche avec des écouteurs, les yeux sur son téléphone. Son épaule heurte la mienne. Il ne s'excuse pas. Pas parce qu'il est impoli, parce qu'il n'a rien senti. Je descends dans le hall. Il n'y a pas de gardienne. Nous n'avons jamais eu de gardienne. Je ne sais pas pourquoi j'y pense. Je vais jusqu'à l'ascenseur. Les portes s'ouvrent. Le miroir est propre, comme ce jour-là. Je le regarde. Dans le miroir, il y a l'ascenseur, les boutons, les murs. Il y a même la petite rayure près du bouton du 4e étage. Mais il n'y a pas moi. Pas mon visage. Pas ma silhouette. Pas même une ombre à l'endroit où mon corps devrait couper la lumière. Je lève la main. Dans le miroir, rien. Je touche mon visage. Je sens ma peau, mes paupières, mes lèvres. Je suis là. Je suis là. Mais le monde, lui, ne confirme plus rien. J'existe. Je sens le sol sous mes pieds, le froid du métal de la porte, l'odeur de graisse. J'existe, mais je n'y suis pas.
Je monte au 4e étage et je m'arrête devant la porte de l'appartement 67. Longtemps, puis je frappe. Claire ouvre au bout d'une demi-minute, en tenue d'intérieur, une tasse à la main. Elle me regarde. J'attends. Son regard glisse sur moi et part sur le côté. Elle regarde le palier, comme si elle cherchait quelqu'un. « Allô ?» dit-elle dans le vide. « Il y a quelqu'un ?» Puis elle hausse les épaules et referme la porte. Je reste devant la porte close. Je n'ai pas froid. Je n'ai pas mal. C'est juste silencieux. Je descends. Je sors dans la rue. Je traverse la cour devant l'aire de jeu. Le parking. Le banc où 2 vieilles dames sont assises. Elles ne réagissent pas. Les pigeons ne s'envolent pas quand je passe près d'eux. Je marche longtemps. Peu importe où. Je marche. Puis je comprends quelque chose. Je comprends que je ne suis pas fatiguée, que je n'ai pas faim, que je pourrais marcher éternellement ou nulle part, que le temps fonctionne désormais autrement pour moi, que j'existe quelque part entre les données et la réalité, comme un message dans une vieille sauvegarde que personne n'ouvrira plus jamais. Mais je les vois tous. Je vois Claire qui, une semaine plus tard, rejoindra un autre groupe de résidence. Je vois la nouvelle administratrice, une jeune femme du 3e étage, active, stricte, qui aime l'ordre. Je vois comment, une nuit, un nouvel utilisateur s'ajoute à ce groupe. Un carré gris, sans nom. Et comment elle appuie sur « bloquer » sans même lire. Et je vois le petit chiffre 15 apparaître à côté de son nom. Je voulais que tout soit fait dans les règles. Je voulais que les gens lisent les messages épinglés, qu'ils ne se garent pas sur la pelouse, qu'ils ne spamment pas, qu'ils respectent le calme après 23 heures. Est-ce que c'est trop demandé ? Simplement, vivre selon les règles. C'est si simple. Il s'est avéré que le système a besoin exactement de ce genre de personnes. Celles qui croient aux règles, celles qui sont prêtes à les appliquer, celles qui aiment cette petite sensation de pouvoir, le chiffre à côté du nom, la limite d'action, la possibilité d'appuyer sur bloquer et de rétablir l'ordre. Nous sommes le matériau idéal. Maintenant, je suis assise dans vos groupes, dans les vieilles sauvegardes, dans les captures d'écran que vous avez faites il y a 1 an et que vous n'ouvrez jamais. Parfois, je vois mon nom dans un dossier d'archives, dans des conversations enregistrées. Une petite Élodie, avatar gris, fantôme dans la machine. J'observe les nouvelles administratrices. Je vois comment elles découvrent le compteur, comment elles testent le pouvoir une première fois avec prudence, puis avec plus d'audace. Comment elles commencent à se sentir déesses de leur petit quartier numérique, comment le système commence à resserrer l'étau, comment leurs messages s'épuisent. J'attends. J'attends que l'une d'elles arrive au bout de son quota. J'attends ma chance de prendre sa place, de redevenir visible, de retrouver une existence réelle. Parce qu'on dit que c'est possible. Si une modératrice disparaît, on peut prendre sa place. Prendre sa place, cela veut dire retrouver un corps, une mémoire, un reflet dans le miroir. On le dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je n'ai plus nulle part où me presser. Et à vous, je veux dire une seule chose. Si vous voyez dans votre groupe de résidence un message envoyé par un carré gris, ne répondez pas. Même si le message vous paraît ridicule, même s'il parle d'anomalies, de pigeons ou de règles absurdes après 23 heures, ne le bannissez pas. Ne cliquez pas. Ne testez pas. Quittez simplement le groupe tout de suite. Supprimez l'application s'il le faut. Posez le téléphone dans une autre pièce. Et surtout, n'acceptez jamais, vous entendez, jamais, de devenir modératrice.
Parce que le système ne dort pas. Il attend. Il lit les groupes silencieux, les sauvegardes oubliées, les captures d'écran que vous ne regardez plus. Et il cherchera toujours de nouvelles personnes. Et moi, je veux seulement que quelqu'un me remarque à nouveau.